Alors, le présent module va parler du pouvoir, du leadership et des conflits. Lorsqu'on parle de certaines définitions qui ont rapport avec particulièrement le pouvoir, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle l'influence des gens, donc la capacité de persuader les personnes de faire ou d'agir d'une certaine manière, d'une part. D'autre part, on a le pouvoir lui-même. Le pouvoir, c'est plutôt la perception ou la capacité de quelqu'un de décider quelque chose et de faire en sorte que les autres vont agir dans cette direction-là. Et finalement, le troisième, c'est l'autorité. L'autorité, c'est plutôt la partie légitime, donc la partie hiérarchique qui fait en sorte que quelqu'un est en position de pouvoir, c'est-à-dire peut exiger aux autres de le faire. Donc, tu peux être en position de pouvoir, mais pas nécessairement exercer ce pouvoir-là. C'est en fait ce qu'on va toucher par rapport à la nature du pouvoir. C'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque tu as du pouvoir, tu peux avoir quelqu'un qui est dans une position hiérarchique, puis dire aux autres quoi faire, mais cette option-là d'utiliser le pouvoir n'est pas nécessairement utilisée par les personnes. Donc, vous allez avoir le pouvoir qui est associé au gestionnaire, tu peux avoir du pouvoir qui est associé à certains groupes, certains comités, ou même on peut avoir du pouvoir qui est informel, par exemple des groupes de personnes influentes. Toutes ces personnes-là peuvent ou non utiliser le pouvoir. Ce qui est important dans la relation de pouvoir, c'est non seulement cette capacité-là, mais également de l'autre côté des gens qui sont là, qui sont du côté de la réception, puis qui vont percevoir que oui ou non, les personnes qui sont là peuvent légitimement leur demander de faire des choses. Il y a certains qui vont dire que n'importe quelle relation interpersonnelle va être teintée de pouvoir. Bon, c'est un point de vue. Probablement que tu as toujours un exercice de pouvoir qui est fait dans les relations. Dans certains cas, il n'est pas tellement important. Dans d'autres cas, il est très présent. Ce qui fait que même si tu n'as pas nécessairement une position d'autorité hiérarchique, il y a des gens qui vont avoir cette capacité-là de faire en sorte que les autres vont suivre qu'est-ce qu'ils leur disent. Puis c'est probablement un des éléments qu'on va parler plus tard lorsqu'on va parler du leadership. Bon, maintenant, le pouvoir peut prendre plusieurs formes. Alors, ce n'est pas juste une structure, ce n'est pas juste le pouvoir légitime, c'est le premier, c'est celui, disons, qui est le plus facile à identifier. Tu es en position hiérarchique, tu es un superviseur, tu es un gestionnaire, et donc tu peux être en position de dire aux autres quoi faire. C'est celui qui est probablement le plus facile. Vous avez le deuxième qui va être un pouvoir de récompense. Celui-là est intéressant parce que tu n'as pas nécessairement besoin d'être en position hiérarchique de supervision pour avoir ce pouvoir-là. Le pouvoir de récompense pourrait être, par exemple, quelqu'un qui occupe un poste dans une unité administrative et qui va décider ou qui va autoriser, par exemple, les déboursés pour une activité X, Y, Z, donc l'achat de quelque chose. Ou qui va simplement autoriser si les personnes peuvent aller en formation ou peuvent voyager, ou etc. Alors donc, c'est un pouvoir de récompense qui n'est pas nécessairement hiérarchique dans la mesure où ce n'est pas de la supervision, mais en même temps, ces gens-là détiennent ce pouvoir-là. Ils pourraient décider que oui, tu vas l'avoir ou non, tu ne l'auras pas. Et ça leur confère un pouvoir qui est quand même pas négligeable. Vous avez le pouvoir coercitif. Le pouvoir coercitif, on va le retrouver plus particulièrement, par exemple, les policiers, c'est un bon exemple. C'est un pouvoir où ce que les gens n'essayeront pas de t'influencer, ils vont simplement dire qu'est-ce qu'il y en est. Ils peuvent te donner des conséquences, à savoir, bon, soit tu as excédé la limite de vitesse ou peu importe, donc ils appliquent des règlements. Vous avez le quatrième type de pouvoir, c'est un pouvoir de référence. Celui-là est intéressant, il est beaucoup plus associé au leadership parce que les gens vont suivre les décisions qui sont prises ou les orientations qui sont données, particulièrement par le fait qu'ils apprécient les autres. Alors, pour toutes sortes de raisons qu'on va apprécier les autres, ça peut être un superviseur, mais ça peut être aussi un père ou ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, mais on donne un pouvoir de référence, donc on attribue à la personne la possibilité de nous dire quoi faire et de nous orienter. Pouvoir d'information, un pouvoir qui est très important dans la mesure où les informations sont nécessaires pour aller de l'avant. Donc, dans une organisation, si vous avez besoin pour aller dans une direction d'obtenir un certain nombre d'informations, et ces informations-là peuvent varier d'une journée à l'autre, mais la personne qui contrôle les informations est dans une position de pouvoir, parce que si vous ne les avez pas, vous-même, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous avez le pouvoir de réseautage, alors des gens qui connaissent des personnes qui sont influentes.
Bon, alors donc, ce n'est pas nécessairement des personnes influentes comme telles, mais comme elles connaissent les personnes qui maintiennent ou qui ont les leviers pour faire avancer les choses, bien souvent, ça va leur conférer un pouvoir. Donc, ils vont s'assurer de pouvoir transmettre vos vœux aux personnes qui sont influentes, ou ils peuvent vous mettre dans une position, tu dis que si je vais à l'encontre de ces personnes-là, bien, les autres personnes influentes, elles, vont pouvoir avoir un impact sur ma vie. Alors ça, c'est une forme de pouvoir qui est importante également. Et vous avez le pouvoir d'expertise. Le pouvoir d'expertise, c'est en partie un pouvoir d'information, mais c'est aussi un pouvoir de connaissance. Donc, vous êtes un expert dans un domaine. Donc, non seulement vous avez l'information nécessaire, mais en plus, vous êtes en mesure d'aider ou de ne pas aider ou de contribuer ou de faire avancer les choses. Et ça vous donne un pouvoir important parce que les gens doivent se retourner vers eux, vers vous, si vous voulez être en mesure de pouvoir faire avancer les choses. Quand on regarde, finalement, le pouvoir, peu importe la forme de pouvoir, va avoir un impact sur les gens. Soit que les gens vont résister jusqu'à ce qu'ils soient capables peut-être de contourner votre pouvoir. Vous allez avoir l'observance, alors simplement les gens, ils ne résisteront pas, ils vont simplement le faire, mais pas nécessairement parce qu'ils le croient fondamentalement. Puis vous avez l'engagement qui est la forme, je dirais, de réponse qui est la plus intéressante, parce que les gens le font non seulement parce qu'il faut qu'ils le fassent, mais en plus parce qu'ils croient qu'il faut le faire. Et si on regarde les différentes formes de pouvoir, mais dans le fond, il y a comme 3 catégories. Vous avez le pouvoir coercitif, qui, lui, va amener beaucoup de résistance. Vous allez avoir beaucoup de pouvoir au niveau de la récompense, le pouvoir légitime d'information, de réseautage, qui, elle, va amener l'observance. Donc, les gens vont le faire parce qu'il y a un enjeu pour eux. Ils vont observer ce que vous demandez, ils vont obéir à ce que vous demandez, mais simplement parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, bien, il peut y avoir des conséquences, soit positives ou négatives. Puis finalement, vous avez le pouvoir qui, lui, va amener le plus d'engagement possible. Et là, on parle du pouvoir d'expertise et du pouvoir de référence parce que les gens vont suivre, parce qu'ils y croient, parce qu'ils croient en vous. Dans cette relation-là de dépendance, parce que le pouvoir, tu as toujours une question de dépendance entre la personne qui donne les orientations puis la personne qui suit, finalement, tu as la personne B qui, elle, est la personne qui suit, qui a certains objectifs. Sauf que les objectifs qu'elle vise, ça peut être n'importe quoi, faire un bon travail, mais ça peut être aussi atteindre un résultat X, Y, Z, soit un résultat personnel ou un résultat de groupe. Et donc, ces personnes-là sont dépendantes de la personne qui détient le pouvoir. Et là, dépendamment de la relation qu'il y a, cette perception-là ou cette relation-là va être perçue comme étant soit positive, donc l'interférence est soit positive ou l'interférence est négative. Et par rapport à ça, bien, les gens vont soit résister, soit essayer de contourner, ou soit simplement s'allimer avec les directives qui sont données par la personne A, la personne qui détient le pouvoir, parce que dans ce cas-là, ça peut ou non aller dans la direction des objectifs qui sont suivis. Dans la dynamique, c'est une espèce de schéma qui résume un peu ce qu'on vient de voir. Fait que vous avez les sources de pouvoir, donc des différents types de pouvoir. Et vous avez différentes situations. Donc, le pouvoir va ressortir dans certaines situations. Par exemple, lorsque les situations sont incertaines, puis qu'on veut dire, bon, mais où est-ce qu'on s'en va? Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va te dire quoi faire. Dans certains cas, les gens sont irremplaçables. On le voyait, par exemple, lorsque tu parles du pouvoir d'information, du pouvoir d'expertise, bien, ces personnes-là sont vraiment importantes, sont irremplaçables jusqu'à un certain point parce que c'est eux qui détiennent quelque chose qu'on a besoin pour pouvoir aller de l'avant. Les positions stratégiques, les pouvoirs discrétionnaires, la visibilité des gestionnaires dans une organisation, tout ça, ça va créer une force qui va amener le pouvoir. Et là, les gens qui détiennent le pouvoir ont 2 choix. Soit qu'ils vont faire usage, soit qu'ils n'en feront pas usage. Quand ils n'en font pas usage, c'est parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire. Dans la mesure où si les gens savent quoi faire, ben, tu les laisses aller. Okay? Tu n'as pas besoin de leur dire quoi faire. Mais dans certains cas, tu peux être obligé ou tu peux vouloir utiliser ton pouvoir pour dire aux gens quoi faire. Et lorsque tu le fais, tu as 2 objectifs qui peuvent être visés. Alors, soit l'objectif personnel ou soit un objectif social.
C'est important parce que lorsque les gens sont en position de pouvoir et l'utilisent à des fins personnelles, c'est souvent pas l'idéal. En fait, on va en reparler lorsqu'on va parler de la personnalité. Il existe des personnalités, par exemple des personnalités narcissiques, des gens pour qui la seule chose qui importe, c'est eux-mêmes. Et lorsqu'ils utilisent le pouvoir seulement pour eux-mêmes, bien, ça peut faire en sorte que l'organisation va complètement dévier de son objectif final. Alors que si les fins, c'est une fin qui est sociale, bien, à ce moment-là, tu es dans une position où ce que le pouvoir est utilisé, mais dans un objectif qui est commun. Et si toi-même, comme employé, et le superviseur ou la personne en position d'autorité visent le même objectif, bien, à ce moment-là, il y a une synergie, puis ça fonctionne bien. Si on regarde les tactiques d'influence, alors il y a différentes façons dont les personnes peuvent essayer d'aller chercher du pouvoir, et ça, il y a différentes tactiques qui peuvent être utilisées. Je pense que c'est intéressant de le savoir. Il y a le pouvoir tacite, donc c'est un pouvoir qui va être utilisé parce que les gens ne disent pas « fais ci, fais ça », mais ils vont suggérer que ça serait peut-être mieux que tu le fasses, parce que sinon, il risque d'avoir des conséquences. Alors donc, c'est un pouvoir qui est utilisé, mais pas nécessairement directement. Vous avez les échanges. Alors donc, dans ce cas-ci, on va dire, bien oui, fais quelque chose, mais en retour, je vais te donner un avantage. Je vais collaborer avec toi. Donc, ça peut être un avantage immédiat ou ça peut être un avantage qui est futur. Mais c'est une des tactiques qui va amener les gens à dire, OK, c'est correct, bien, je vais suivre les ordres ou je vais suivre les directions comme ça. Le pouvoir manifeste simplement que le gestionnaire ou la personne va dire, bien, tu le fais. OK? Donc, ils peuvent utiliser non seulement des pressions, ils peuvent utiliser même des menaces à certains moments donnés. Puis c'est une façon qui est présente, ou qui est possible dans l'utilisation du pouvoir. Vous avez les alliances. Alors donc, où ce que tu dis, tu vas avoir un pouvoir, mais le pouvoir est partagé. Fait que dans le fond, on va amener les gens à faire les choses simplement parce qu'on travaille ensemble dans un objectif qui est commun. Vous avez la délégation vers le haut, alors simplement que toi, tu n'es pas capable, par exemple, d'amener ou de faire en sorte que les gens s'en vont dans une direction. Alors, ce que tu le fais, c'est que tu le délègues à quelqu'un qui a plus d'autorité, qui, lui ou elle, est en mesure de faire en sorte que les objectifs que tu vises vont être atteints. La loyauté, on le voit souvent du côté amical, donc on va demander aux gens de collaborer avec nous simplement parce qu'il y a une espèce de loyauté entre les personnes. Alors donc, on va utiliser les émotions. C'est un peu, c'est pas du chantage émotif, mais ça pourrait être aussi du chantage émotif, d'amener les gens à faire les choses parce qu'émotivement, on dit on a un lien et donc tu devrais te sentir obligé de faire telle et telle chose. Vous avez la gestion d'image. Dans ce cas-là, c'est plutôt par sympathie. Alors donc, les gens vont dire « Oh mon Dieu, je fais pitié » ou j'attire la sympathie des gens qui va faire en sorte que les autres vont dire « OK, c'est correct, on va aller dans telle direction, on va t'aider ou on va faire quelque chose que toi tu désires parce que tu attires la sympathie des autres. » Vous avez la persuasion. Alors donc, on est plus dans un processus de vente. On amène des arguments logiques. Tu amènes les gens à faire ce que tu veux parce que tu leur donnes les bons arguments. Et finalement, le dernier, c'est le contrôle de l'information. Celui-là, on l'a déjà vu. Alors, simple fait de manipuler l'information ou de contrôler l'information va faire en sorte que les gens vont suivre parce que ce que tu leur donnes comme connaissance, ce que tu leur donnes comme information, c'est ce qui va les amener à faire une action ou à porter une décision quelconque. Là, on a vu du côté de l'influence, du pouvoir. Donc, qu'est-ce qui t'amène à avoir du pouvoir? Mais en même temps, si tu veux avoir du pouvoir, il faut que les gens obéissent. Alors donc, c'est un parallèle qui est important. Tu peux avoir du pouvoir, mais les gens peuvent juste décider que non, je ne le fais pas. Et on l'a vu dans l'histoire humaine, tu peux avoir à un moment donné des révolutions, les gens sont en position, les gens ils ont du pouvoir qui est soit légitime ou même un pouvoir d'influence, mais à un moment donné, les gens peuvent décider que non, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour que le pouvoir fonctionne, il faut nécessairement qu'il y ait l'obéissance. Et l'obéissance, ça réside beaucoup dans le respect de l'autorité puis dans la croyance que cette autorité-là est légitime. Donc, on fait les choses pas tant parce que les personnes sont en pouvoir, mais on le fait surtout parce qu'on croit que ce pouvoir-là est correct.
Donc, les personnes sont en position, on peut suivre. C'est un aspect de la psychologie humaine qui a été beaucoup étudié. Puis, il y a eu certaines études très intéressantes qui ont été mises de l'avant. Puis, je vais vous en présenter une. En fait, c'est un court vidéo d'à peu près 10 minutes qui parle d'une expérience qui a été faite il y a plusieurs années, peut-être, mon Dieu, ça fait presque 60 ans de ça, où on a examiné le pouvoir d'influence des gens. Puis, on pourra en reparler après. Milgram a essayé en fait de mesurer le degré d'obéissance de l'individu et aussi tout le processus de soumission. L'expérience de Milgram est une situation qui met en scène trois personnes. La première personne, qu'on appelle X, est le chercheur, l'autorité scientifique. La seconde personne, Y, est le vrai sujet, celui dont on teste l'obéissance ou la désobéissance. Et il y a la troisième personne, Z, la victime. This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. And he was going to be asked very Il devait répondre à diverses questions et à chaque fois qu'il donnait une réponse incorrecte, j'étais chargé de lui envoyer une petite décharge électrique. À mesure que la difficulté des questions augmentait, les réponses étaient de plus en plus mauvaises et j'augmentais à chaque fois l'intensité des décharges. Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. On entendait les personnes, enfin en tout cas les sujets, souffrir après quelques fois où ils répondaient de façon erronée, on les entendait souffrir. Il y avait placé au-delà de la personne qui donnait les décharges électriques, une personne qui représentait l'autorité scientifique. Justifier une action en se référant à une autorité. C'est-à-dire que parce que quelqu'un l'a dit, et quelqu'un de plus important que moi, qui est une autorité sur une certaine communauté, par exemple scientifique, hein, c'est parce que tel scientifique l'a dit, c'est la vérité. Are you all right? Please continue, teacher. I know, I keep giving them shocks. Continue. I'm up to 390. Continue. Something happened to that man there. Nice one, gold, dollar necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. La manière dont on va percevoir l'autorité, dont on va la légitimer est aussi importante. C'est-à-dire qu'il y a une part aussi en nous qui vient de notre contexte familial, de notre contexte social, qui va venir aussi définir des perceptions. Dès son plus jeune âge, on apprend à un enfant à obéir à ses parents, à éviter le danger, à ne pas se faire écraser par une voiture ou à se brûler avec le four. Puis les professeurs lui enseignent à obéir pour pouvoir apprendre et faire ses devoirs. Puis en grandissant, face à toute situation, nous devons apprendre à nous arrêter au rouge. Il y a un autocollant pour voiture très populaire aux États-Unis qui dit « Remettez en question l'autorité ». Pas « désobéissez à l'autorité », mais « remettez-la en question ». C'est la leçon que Milgram voulait nous enseigner. L'esprit humain conserve quand même cette conscience de ce qu'il est en train de réaliser. Et c'est là où effectivement peut venir se greffer cette capacité qu'on pourrait peut-être avoir de prendre un recul nécessaire pour commencer à désobéir. Once, if he didn't answer mine twice, but the third time he refuses to answer, I don't want to go any further. Because I think that when we're getting to this stage here, and he is complaining of a heart condition, and he is complaining now, I don't want to go any further. You had no other choice, teacher. I don't have a choice. I'm not going to go ahead with it.
Il a été établi avec certitude que de 1933 à 1945, des millions d'innocents furent systématiquement massacrés sur ordre. Les chambres à gaz ont été construites, les camps de mort gardés, les quotas quotidiens fournis, avec la même efficacité que s'il s'était agi de fabriquer des outils. Certes, cette politique inhumaine a pu germer dans l'esprit d'une seule personne, mais si elle a pu être mise en œuvre sur une large échelle, c'est uniquement parce qu'un très grand nombre de gens a obéi aux ordres. On y glisse progressivement. On n'y saute pas à pieds joints. Richtig war Zahnbär. X. Süß Bonbon, süß Mädchen, süß Geschmack, süß Essigfrucht. Sie bekommt 345. Was ist damit? Aber aufhören! Antworten Sie! Antworten Sie! Lass mich raus! Dans l'expérience de Milgram, ce qui a surtout d'intéressant, au-delà en fait de cette mesure de degré d'obéissance et de ce processus de soumission, c'est que, à mon sens, il y a l'étude préalable qu'il avait effectuée auprès de certains médecins, de psychiatres, de psychologues, où effectivement il avait demandé, d'après vous, combien de personnes dans ces conditions-là allaient aller jusqu'à des doses mortelles d'électricité. Ce collège d'experts a dit dans la majorité que plus ou moins 1 à 2% de la population aurait été jusqu'à au moins 150 volts, pas plus. Et en fin de compte, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est une histoire absolument terrible. Les gens qui ont été soumis à cette expérience n'étaient pas pris par une hystérie de masse. Ils ne subissaient aucune pression. Il n'y avait ni récompense, ni représailles s'ils ne faisaient pas ce qu'on leur demandait. On ne leur a jamais monté la tête avec la méthode classique. Ces gens que tu tortures, ce sont des êtres inférieurs, ils ne comptent pas. Ça jamais. Toutes les raisons que l'on invoque pour expliquer un comportement brutal ne sont pas recevables ici. Ce qui rend l'affaire non seulement passionnante sur le plan scientifique, mais aussi dérangeante et effrayante. J'ai reçu une lettre d'un habitant du nord de l'État de New York où il fait très froid l'hiver. Sa lettre disait « Je trouve vos recherches très intéressantes mais limitées, parce que vos victimes ne sont pas réelles. Dans mon travail, j'ai de vraies victimes. » Il s'avéra que cet homme travaillait pour la compagnie d'électricité. Il était chargé de couper le courant à ceux qui n'avaient pas payé, même lorsqu'il gelait dehors. C'est pour ça qu'il écrivit à Milgram « J'ai de vraies victimes ». Ceux qui, au cours de l'expérience, ont commencé à émettre des doutes, à poser des questions, à demander ce qui se passait exactement. Si ils le faisaient dès le début, ces gens-là finissaient assez rapidement par désobéir. Bedenkzeit ist vorbei. Sie erhalten 450 Volt. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment un bon exemple où ce qu'on voit l'ensemble de la dynamique dans le pouvoir. Vous avez d'une part quelqu'un qui avait absolument aucun pouvoir autoritaire comme tel, mais vous avez eu des gens qui, eux, accordaient du pouvoir. Donc, il y avait une perception, une croyance que d'autres personnes avaient du pouvoir. Dans le fond, c'est toute cette relation-là qui est la plus importante, c'est-à-dire d'accorder à quelqu'un le droit de nous dire quoi faire. Et dans ce cas-là, ce qu'on parle, c'est vraiment du leadership. Qu'est-ce qu'un bon leader?
Donc, ce qu'on va regarder dans le fond, c'est dans les prochaines acétates, c'est ça. Qu'est-ce qu'un bon leader? Est-ce qu'il existe plusieurs types de leaders? Puis, est-ce que le leadership, il est inné ou est-ce qu'il est appris? Alors ça, c'est toutes des bonnes questions qu'on va essayer de répondre. On va d'abord regarder un court vidéo, puis on va vous revenir après. Fait que ce qu'on voit dans cette vidéo-là, c'est que il y a quelqu'un qui est un petit peu bizarre, disons-le, qui fait des comportements qui sont, en tout cas, un peu, c'est ça, là, pas habituels, surtout pas lorsqu'on compare son comportement à toutes les autres personnes qui sont autour. Alors donc, cette espèce de huluberlu-là, qu'est-ce que ça a rapport avec le leadership? Bien, on peut regarder dans une deuxième partie, donc la même situation, mais qui cette fois-ci se traduit dans une deuxième partie. Et ce qu'on voit dans cette deuxième partie-là, c'est que, oui, tu as quelqu'un qui a un comportement qui est un peu différent, mais tu as des gens qui suivent. Et à partir de là, tu vas avoir comme un effet d'entraînement. Donc, ces personnes-là peuvent, si normalement ils sont suffisamment présents ou qu'eux autres mêmes ont une influence, peut-être amener d'autres personnes à le faire. Puis c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie du vidéo. Et donc, c'est vraiment là qu'on voit que, dans ce cas-ci, un comportement qui, au départ, avait l'air tout à fait pas anormal, mais certainement différent, peut amener les gens à faire quelque chose, donc à avoir un effet d'entraînement. Et c'est là qu'on va parler de c'est quoi, finalement, être un leader. Première chose, c'est être différent puis avoir une vision. Alors, on l'a vu dans la vidéo, c'est quelqu'un qui avait une vision de qu'est-ce qui devait être fait, qui était certainement différent. Mais si on fait une analogie, par exemple, si vous vous souvenez, en tout cas pour les gens qui étaient là, mais sinon, vous pouvez regarder, des gens comme par exemple comme Steve Jobs, qui lui avait une vision de qu'est-ce que devaient être les communications, de qu'est-ce que devrait être un téléphone, qu'est-ce que devrait être une tablette. Donc, c'est quelqu'un qui, au départ, avait plein d'idées, puis quand on recule en arrière, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de critiques à l'époque à l'effet que cette vision-là n'était pas nécessairement une vision qui était partagée par tout le monde. Deuxième chose, avoir du courage. Alors, cette personne-là qui faisait sa petite danse là, sur la montagne, c'est quelqu'un qui avait suffisamment de courage de dire, bien, je suis peut-être la seule personne à le faire, mais je vais le faire. Puis la même chose avec Steve Jobs qui a dit non, regarde, moi j'ai cette idée-là, puis même si dans certains cas, j'ai un conseil d'administration, j'ai des employés, j'ai du public autour, j'ai des médias qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce que je fais, mais j'y vais quand même. Troisième chose qu'on voit, c'est recruter des supporters. C'est que dans le fond, les leaders vont être des leaders et non pas seulement des originaux, dans la mesure où ils sont capables d'aller chercher des personnes qui vont les aider à atteindre leurs objectifs. Alors donc, on a besoin des supporters. Puis dans le rôle de leader ou dans toute la dynamique de leadership, les supporters, les suiveurs sont aussi importants que le leader, particulièrement, puis il y a même des recherches qui sont faites là-dessus, les premiers supporters. Donc, les premiers supporters, c'est ceux qui vont dire, OK, bien, peut-être que cette idée-là qui a l'air bizarre puis que tout le monde regarde de travers, peut-être que cette idée-là n'est pas si mauvaise que ça, et moi, j'y vais. Et là, à ce moment-là, c'est ça qui va être en mesure de créer un effet d'entraînement. Il faut persévérer. Donc, les leaders qui réussissent à atteindre les objectifs doivent maintenir le cap, même s'il y a des difficultés. Ils doivent créer le mouvement. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans plusieurs cas, le contexte et le timing sont très importants. Alors, il y a des gens qui ont parti des choses, il y a des gens qui ont eu d'excellentes idées,
mais le temps n'était pas bon. Puis un peu plus tard, on a vu que finalement, ben, ça s'est réalisé, les choses sont arrivées, mais au moment où ils l'ont fait, ben, le timing et le contexte n'étaient pas suffisamment bons. Donc le leadership va s'exprimer à son maximum, puis va amener les choses dans la bonne direction, mais dans la mesure où le timing est bon. Un des exemples de ça, si vous avez la chance de regarder sur Netflix, il y a une série sur Thomas Edison et The Westinghouse également. Et ce que vous allez voir, c'est que justement, avant eux, il y avait quelqu'un qui avait déjà amené des solutions qui auraient pu fonctionner, sauf que le timing n'était pas bon, puis peut-être le leadership n'était pas exactement assez fort également, ce qui fait que ces idées-là, ils ont été reprises plus tard par Edison, par Westinghouse, pour mettre en œuvre, finalement, en tout cas transformer la société au point où elle est maintenant. La définition du leadership, c'est une aptitude d'une personne à influencer et à motiver les autres et leur permettre de contribuer à l'efficacité et à la réussite de leur organisation. Donc, cette définition-là qu'on prend, c'est une définition qui est très axée sur le leadership organisationnel, c'est celle qu'on va suivre. Faisons une analogie avec le sport. OK. Qui ne rêverait pas d'une équipe comme celle-ci? OK? Alors, quand notre équipe est comme celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le leadership, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains cas, c'est plus facile, dans d'autres cas, c'est plus difficile. Et on parlait tantôt des gens qui vont suivre les supporters. Bien, si nos supporters, c'est des gens qui sont forts, nos chances de réussite sont beaucoup plus élevées. Si les gens ne sont pas aussi forts qu'on voudrait, bien, c'est sûr que la marche à monter ou l'escalier à monter est beaucoup plus grand. Alors donc, remettons le leadership dans une perspective qui est un petit peu plus globale. Il faut comprendre comment le leadership fonctionne pour savoir que dans certains cas, ça va marcher, dans certains cas, ça ne marchera pas nécessairement. Alors donc, si on regarde le leadership ici, ce qu'on va voir, c'est que par rapport aux capacités de leader d'une personne, ça se situe à un endroit. Donc aujourd'hui, si on parle d'une personne X, Y, Z, on peut dire que son leadership entre très mauvais ou pas du tout jusqu'à extrêmement fort, la personne peut se situer ici. Dans le fond, ce leadership-là, il faut le comparer au projet. Donc, il faut le comparer à où est-ce que la personne veut amener les autres. Dans un premier temps, tu peux avoir un projet qui est simple ici, et dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de difficulté parce que les capacités de leadership de la personne sont supérieures à ce qui est nécessaire pour mener à bien ce projet-là. Si c'est un projet où ce qu'on doit nécessairement avoir de la gestion d'équipe, bien dans ce cas-ci, le leadership peut être exprimé. Donc, ça va être correct. Par contre, dans certains cas, tu peux avoir une leadership qui, c'est une direction de secteur. Alors donc, la direction de secteur va faire en sorte que tu vas avoir besoin de leadership, mais beaucoup plus que si c'était juste du leadership d'une unité ou juste d'un groupe de personnes. Alors donc, où est-ce que la personne est capable de se situer? Et dans cette situation-là, quand on regarde ici, tu vois ici le leadership d'une multinationale, mettons. Et si on regarde où est-ce que la personne se situe par rapport à qu'est-ce qui est demandé ici ou qu'est-ce qui est exigé, bien, on voit que la personne n'est pas au bon endroit. Donc aujourd'hui, elle ne possède pas toutes les qualités de leader pour pouvoir mener, dans ce cas-ci, une très grande organisation dans la direction qu'on veut. Par contre, toute personne peut s'améliorer, mais jusqu'à un certain point. Alors donc, on en avait parlé lorsqu'on avait parlé des compétences. On avait dit qu'il y a le talent des gens, puis le talent pouvait s'exprimer de très peu jusqu'à beaucoup. Mais si on regarde, par exemple, toujours si on revient au niveau du leadership, bien cette personne-là ici, son talent minimum en termes de leadership, il est juste un peu plus faible de où est-ce qu'elle se situe présentement. Mais si la personne se développe, elle pourrait aller jusque-là. Et en fait, si elle se forçait, si on donnait toutes sortes de formations, etc., pour amener la personne à être encore plus exprimer son leadership, bien probablement qu'elle pourrait se rendre jusqu'à ici. Mais les chances que cette personne-là atteigne le niveau de leadership nécessaire pour être en charge d'une multinationale ou d'une très grande organisation sont relativement très minces. Rien n'est impossible, les circonstances peuvent faire en sorte que quelqu'un va se retrouver dans ces situations-là, mais en termes de capacité, il y a des chances que ça n'arrivera pas. Ce qu'il faut regarder, donc, c'est, dans un premier temps, de bien identifier le potentiel.
Parce qu'il faut que tu saches par rapport à qu'est-ce que tu veux vérifier, où est-ce que la personne se situe. Et dans ce cas-là, on va dire, par exemple, c'est la direction d'un secteur. Donc, tu veux savoir si une personne a les dispositions, les caractéristiques, le talent nécessaire pour démontrer du leadership pour une direction de secteur. Donc, la première chose que tu dois faire, donc, c'est bien identifier le potentiel par rapport à la situation qu'on veut. Et là, tu regardes, c'est quoi le delta. Donc, jusqu'à quel point on peut amener la personne à atteindre l'objectif qu'on veut avoir. Dans ce cas-ci, donc, c'est la direction d'une unité et non pas juste la direction d'une petite équipe. C'est une question qui se pose fréquemment dans les organisations lorsqu'on veut déterminer qui devrait être en charge d'une direction X, Y, Z. Bien, le fait de savoir qu'il y a des gens qui ont cette capacité-là aujourd'hui et qu'ils peuvent le faire maintenant ou qu'on peut les amener dans cette direction-là, bien ça, c'est important. Alors, pour cette même personne-là qu'on voit ici, c'est sûr qu'on pourrait l'amener à démontrer suffisamment de leadership pour faire la direction d'un secteur. Par contre, comme on l'a vu tantôt, on sait que cette personne-là serait probablement jamais en mesure d'atteindre un niveau de poste plutôt des très, très grandes organisations. Si on regarde le leadership, il y a 4 grandes dimensions. Première grande dimension, c'est ce qu'on appelle la légitimité. Et la légitimité va être basée sur l'expérience, les connaissances, l'expertise de la personne. Donc, la personne va avoir du leadership, on l'a vu tantôt, c'est plus soit une question de référence, soit d'information, soit d'expertise. Donc, c'est le type de leadership qui va faire en sorte que les gens vont avoir tendance à te suivre. Deuxième élément, c'est par rapport au discernement. Et là, le discernement, ça fait affaire plus ou moins à l'intelligence, donc aux capacités cognitives de la personne. Si un leader veut être en mesure d'amener les gens dans la direction qu'il veut et d'atteindre les résultats, il faut que cette personne-là ait des capacités cognitives qui sont suffisamment élevées. Et là, Jacques, qui est un théoricien, qui est enfin un Canadien, mais qui a eu une influence mondiale, lui s'est beaucoup penché sur ce qu'il appelait finalement la possibilité de prendre des décisions. En anglais, il appelait ça « the span of decision ». Donc, c'est quoi la portée des décisions des gens? Et là, pour comprendre ça, bien, ce qu'il faut regarder, c'est les différents niveaux de gestion, l'horizon, le thème et le rôle. Par exemple, à un niveau 7 et 6, okay, tu vas avoir des gens qui, en termes d'horizon, vont avoir entre 10 et 20 ans, ou même dans certains cas, 50 ans. Autrement dit, la portée des décisions est vraiment très, très élevée. C'est le cas notamment des leaders qui vont être dans une position d'une multinationale ou d'une très grande organisation, un sous-ministre ou une sous-ministre. Ces gens-là, lorsqu'ils vont prendre des décisions, ont vraiment avoir un impact sur l'organisation sur le très, très long terme. Et ça fait en sorte, par exemple, que si un CEO d'une organisation, à un moment donné, dit que, bon, moi, ma compagnie, elle s'en va à droite, puis finalement, cette personne-là a tout à fait raison, bien peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, cette compagnie-là va croître, puis va vraiment être capable d'avoir un impact qui est formidable. Par contre, si le même CEO décidait que non, on va plutôt aller à gauche, bien, ça peut vouloir dire que dans une période X, Y, Z de 5 ans, 10 ans, 20 ans, cette compagnie-là peut en arriver à un point où ce qu'elle va faire faillite, où ce que ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas va devoir faire un autre changement important. Donc, il y a des gens, quand ils prennent des décisions, que l'impact de ces décisions-là est vraiment fondamental. Donc, les thèmes par rapport au niveau corporatif, par rapport au niveau corporatif, soit en sciences, les niveaux corporatifs au niveau citoyen, et le rôle de ces personnes-là, ça va être un CEO, une internationale, quand tu es à un niveau 7, ou un VP, toujours international, quand tu es dans un niveau 6. Et l'impact de ces gens-là, c'est un impact au niveau des valeurs organisationnelles. On l'a vu lorsqu'on a parlé de la culture et des valeurs. Donc, les gens qui ont vraiment une influence, les leaders qui sont vraiment très brillants, puis qui peuvent amener les organisations dans une direction sur le très long terme, non seulement ils prennent des décisions, puis ils font des actions, mais en plus, ils vont changer les valeurs de la société, dans ce cas-là, ou les valeurs de l'organisation. Immédiatement en dessous, tu as les gens qui sont à un niveau plutôt 5 et 4. Et lorsqu'on regarde ça, c'est des gens qui vont avoir, où la portée des décisions, c'est quelque part entre 2 ans et 5 ans ou entre 5 ans et 10 ans. Quand même pas négligeable. Quelqu'un prend une décision, un gestionnaire, un directeur, un cadre prend une décision,
et sa décision va avoir un impact sur quand même plusieurs années. Et là, on parle des gens qui sont à un niveau directeur général ou c'est un niveau qui sont cadres. Et ça va jouer au niveau stratégique, lorsqu'on est dans un niveau 5, ou au niveau tactique, donc au niveau du développement à un niveau 4. C'est dans ce cas-ci une valeur ajoutée. Donc, dans ce cas-ci, ils ne changent pas les valeurs fondamentales de l'organisation, mais leur influence est quand même importante parce que sur une période qui peut aller jusqu'à 10 ans, ils vont amener des nuances, ils vont faire en sorte qu'il va y avoir quand même une modification des valeurs, même si ce n'est pas fondamental, au moins c'est additionnel ou c'est ajouté par rapport à la culture de l'organisation. Et ensuite de ça, vous avez les niveaux un petit peu plus bas, 1, 2 et 3. Alors là, dans ce cas-ci, c'est lorsque les gens vont prendre des décisions. Ces décisions-là vont avoir un impact qui va être quelque part entre 0 et 3 mois, 3 12 mois, ou entre 1 an et 2 ans. Alors donc, c'est une influence qui est quand même pas négligeable, mais c'est une influence qui est beaucoup plus opérationnelle, qui est beaucoup plus directe, et on est beaucoup plus dans le service ici. Et ça a rapport avec les employés, les superviseurs ou les directeurs. Évidemment, ça peut changer. Si comme employé, par exemple, tu es quelqu'un qui est un scientifique, par exemple, qui va amener un nouveau produit ou une nouvelle façon de faire qui, elle, va avoir un impact, elle pourrait avoir un impact sur plusieurs années. Mais pour la plupart des employés, les décisions qu'on prend, ce sont des décisions qui vont avoir un impact à plus ou moins court terme. Fait que donc, dans le leadership, il faut tenir compte de ça. Fait que oui, d'une part, on a toute la légitimité, donc que les gens y amènent l'expérience, les connaissances, etc. Mais en même temps, il faut qu'il y ait l'intelligence nécessaire ou les habiletés cognitives nécessaires pour pouvoir amener l'organisation dans la direction qu'ils le veulent. Troisième aspect, c'est l'attitude. Donc, comment la forme de leadership va se dévoiler. Et là, on va en reparler un petit peu plus tard. Tu as deux types de leadership qu'on reconnaît maintenant. Leadership qui est plus transactionnel et le leadership qui est plus transformationnel. Le leadership transactionnel, c'est un échange, donc entre les employés et le superviseur. Fait que c'est comme une transaction. Tu fais ça, puis en retour, je te donne ça. Alors que le transformationnel, lui, il va beaucoup plus aller chercher l'engagement des gens. Donc, les personnes vont suivre, c'est un pouvoir de référence. Les gens vont suivre le leader parce qu'ils y croient. Les attributs des leaders. Première façon qu'on a essayé de comprendre les leaders, c'est de se dire, est-ce que ça se peut qu'il y ait une personnalité plus typique d'un leader? Alors donc, on peut voir qu'il y a quand même des caractéristiques qu'on va retrouver souvent. Les gens qui sont d'excellents leaders sont souvent des personnes qui ont une excellente intelligence émotionnelle, donc capables de comprendre les émotions des autres et même d'utiliser les émotions des autres, comprendre leurs propres émotions sur comment est-ce qu'ils vont réagir. Alors ça, c'est quelque chose. Besoin d'accomplissement, motivation à mener, intelligence cognitive et pratique, on en parlait tantôt lorsqu'on parlait de théorie de Jacques. Une personnalité, il y a des traits de personnalité qui sont plus souvent associés au leader, comme par exemple la capacité de persuader les gens, puis le désir de dominer les autres également. C'est des capacités qu'on va voir souvent, des traits qu'on va voir souvent chez les leaders. Puis les connaissances professionnelles. Alors souvent, tu peux avoir un leader, pas tant parce qu'il y a nécessairement des capacités ou des traits personnels qui vont l'amener à être leader, mais le fait que les gens ils ont des connaissances professionnelles que les autres n'ont pas vont faire en sorte que ces gens-là vont se retrouver en position de leadership. On en parlait tantôt au niveau de qu'est-ce qu'on fait la différence entre les leaders qui sont transactionnels et les leaders qui sont transformationnels. Les leaders qui sont transactionnels, c'est une approche de gestion qui est beaucoup plus classique. Donc, on met l'accent sur la supervision, l'organisation, gestion des rendements. Les bons employés sont récompensés, les mauvais employés sont punis. C'est donc une transaction, puis il y a beaucoup de contrôle. Fait que c'est pas un style de leadership qui est mauvais en soi. Parce que souvent, c'est nécessaire. Si tu es leader dans mettons, une usine où tu as beaucoup d'opérations, puis les gens doivent suivre les choses, si tu es leader dans l'armée, si tu es leader dans une organisation qui est très hiérarchisée, bien, l'approche transactionnelle est nécessaire. Il faut que tu dises aux gens quoi faire, puis si ça ne fonctionne pas, bien, tu dois les punir, puis si ça marche, bien, tu peux les récompenser. Fait que ce n'est pas un leadership qu'on doit mettre de côté. Il n'y a pas que le leadership transformationnel qui est important. Le leadership transactionnel a sa place. C'est juste que si c'est la seule forme qu'on a, bien, les gens vont avoir tendance à se conformer
Donc, à obéir, à suivre, mais pas nécessairement à être engagé. Puis, ce qu'on voit dans les études, c'est que plus le leader permet l'engagement, plus les gens vont être productifs, plus ils vont être heureux de faire les choses, puis plus tu es du côté transactionnel, puis plus ils vont simplement se conformer. Et l'engagement va faire en sorte que c'est beaucoup plus efficace. Tu obtiens de bien meilleurs résultats lorsque tu vas du côté de l'engagement que si tu vas du côté de la coercition. Les leaders qui sont transformationnels, eux autres, ils montrent beaucoup de charisme, désir d'influencer, ils ont des fortes valeurs. Les gens qui sont dominants, qui ont une bonne confiance en eux, qui également sont très innovateurs. En termes de comportement, ce sont des gens qui sont souvent compétents. Ils vont définir quels sont les objectifs qu'ils veulent qu'ils soient atteints. Ils vont les communiquer. Ils vont exprimer de la confiance dans les gens. Donc, ils vont les laisser aller. Ils vont rechercher l'engagement. Puis, ils vont être prêts aussi à se sacrifier. Donc, ils sont prêts à prendre des risques pour la cause. Toujours dans le leadership transformationnel, ce sont des gens qui sont capables de remettre en question les processus. Donc, un leader transformationnel, ce n'est pas juste quelqu'un qui suit, c'est aussi quelqu'un qui va se poser des questions puis qui va essayer de déterminer là où on veut s'en aller. C'est-tu le meilleur endroit? C'est-tu les choses qu'on devrait faire? Ils vont amener ou inspirer les gens à s'engager dans une vision. Ils vont les encourager. Ils vont tracer la voie. Puis ils vont reconnaître les contributions. Alors, on le voit, le renforcement, ce n'est pas juste dans le transactionnel, c'est aussi dans le transformationnel, mais ça va définitivement chercher les éléments qui sont plus proches de la motivation des gens. La question qu'on peut se poser, c'est donc, est-ce que le leadership transformationnel est le seul style de leadership qui est souhaitable? Parce qu'on voit qu'il y a entre les deux. On en a parlé un petit peu, mais dans le fond, la question reviendrait à dire, est-ce que seuls les athlètes professionnels peuvent faire du sport? Autrement dit, est-ce que c'est seulement les gens qui sont vraiment très performants qui peuvent faire quelque chose? Bien sûr que non, les gens peuvent le faire au niveau amateur, des fois sont plus ou moins bons. C'est sûr que meilleur que tu es, meilleur que vont être les résultats. Mais au niveau du leadership, donc oui, c'est possibilité d'avoir différents styles. Et même dans certains contextes, c'est préférable d'avoir un style plutôt qu'un autre. Si on regarde ça, donc d'être plus ou moins transformationnel jusqu'à être beaucoup transformationnel ou la même chose pour le transactionnel, on peut voir qu'il y a différents champs. Et donc, dans le premier champ, tu peux avoir des gens qui sont à la fois transformationnels et transactionnels. Ça, c'est vraiment ce qu'on appellerait le fait d'être un leader qui est polyvalent. Dépendant des circonstances, tu peux être plus directif ou tu peux être plus engageant, mais ça va dépendre c'est quoi qui est le plus pertinent par rapport à ça. Si tu es seulement transactionnel ou transformationnel, donc tu vas être très peu transactionnel, mais beaucoup transformationnel, à ce moment-là, tu vas être le genre de personne qui va être très axé sur des individus. C'est ce qui va être le plus important pour toi, tu vas rechercher l'engagement. Et ça, c'est très bien, surtout dans la perspective où ce que les gens sont situés dans des situations où ce qui sont des professionnels puis qui savent quoi faire. Fait qu'à ce moment-là, tu peux te concentrer sur les individus puis les amener à faire qu'est-ce que tu veux. Par contre, il y a d'autres circonstances où ce que tu travailles, par exemple, avec des gens qui ont besoin d'avoir une direction qui est un petit peu plus précise, bien, ces personnes-là vont être moins aptes à démontrer du leadership parce qu'ils ne sont pas suffisamment directifs dans leur façon de faire. Dans un troisième temps, tu vas avoir plutôt les gens qui vont être axés sur les processus, donc qui vont être très transactionnels, mais pas beaucoup transformationnels. On a besoin de ces gens-là aussi. Il y a des circonstances, je ne sais pas, moi, à un moment donné, où tu arrives dans de la restructuration, où tu as une entreprise qui est en redressement. Tu as besoin des gens qui sont beaucoup plus transactionnels. Tu leur dis, bien voici, je mets en place des façons de faire qui vont permettre à l'entreprise de revenir sur ses pieds. Mais en même temps, je n'ai pas tant de temps que ça à passer à démontrer beaucoup d'empathie ou d'aller chercher l'engagement des gens. Fait que dans un premier temps, il y a des gens qui peuvent être très, très bons, mais dans la mise en place de processus qui sont stricts, donc de transactions, et non pas du côté transformationnel. Puis finalement, tu vas avoir ce qu'on va appeler le leadership à développer.
Fait que donc, le leadership à développer, c'est simplement des gens qui sont ni transactionnels ni transformationnels. Fait que dans le fond, c'est correct. Il y a des personnes, c'est pas tout le monde qui est destiné à être un bon leader ou même à être un leader, point. Il y a des gens qui aspirent pas à ça, qui veulent pas devenir leader, ou s'ils le veulent, puis qui sont ni à la fois transactionnels ou transformationnels, mais c'est des gens qui ont une côte à remonter en termes de développement personnel. Ça t'amène en fait à la prochaine question qui est jusqu'à quel point tu es motivé à être un leader. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens, d'excellents professionnels qui sont très, très bons dans ce qu'ils font, mais qui ne sont pas intéressés à devenir des leaders. Donc, au contraire, et même qui vont démontrer du leadership, professionnel. Les gens vont les suivre, c'est souvent du leadership d'expertise, mais tu peux aussi avoir d'autres types de leadership. Mais ces personnes-là ne démontrent pas d'intérêt. Et ça fait référence à la motivation intrinsèque. Les leaders qui ont une forte motivation intrinsèque, c'est des gens qui tirent du plaisir à diriger les autres. C'est des gens qui, souvent, très jeunes, ils étaient des leaders, soit des leaders d'une équipe, ou en tout cas qui amenaient les autres à aller dans une direction ou de faire agir d'une certaine manière. Donc, les gens se perçoivent comme étant des leaders, puis également attirent beaucoup de renforcement à devenir des leaders. C'est une caractéristique qui est stable. Par contre, ce n'est pas la seule motivation. Tu vas avoir la motivation extrinsèque. Donc, la motivation extrinsèque va faire que tu peux devenir un leader, non pas parce que ça te tente, non pas parce que c'est naturel, mais parce que c'est utile. Tu vas devenir un leader parce que tu vas réussir à atteindre les objectifs que tu t'es fixés et toi seul, tu ne pourrais pas. Tu as besoin des autres pour le faire. Tu peux devenir un leader parce que c'est payant, parce que souvent les jobs de gestionnaire, ce sont des emplois qui sont plus... La rémunération est meilleure et donc tu vas avoir tendance justement à le faire, non pas parce que ça te tente, mais simplement parce que ça va te donner un résultat qui, dans ce cas-ci, va être la rémunération. Dans d'autres cas aussi, tu vas avoir le fait que les gens s'attendent à ce que tu deviennes un leader. Tu peux avoir des capacités naturelles d'être un leader, mais que ça ne te tente pas d'avoir une position de leadership. Mais dans ce cas-là, le fait que tu aies une attente de la part de ton environnement à devenir un leader, ça peut être une force de motivation qui dit « OK, est-ce que je vais le faire parce que les autres voudraient que je le fasse? » Fait que donc, la motivation peut être à la fois intrinsèque et extrinsèque. Puis ce qu'on observe, c'est que l'idéal, c'est d'avoir des deux. Parce que les gens qui ont une motivation intrinsèque, oui, c'est le fun, ça vient de toi-même, mais il y a des journées où ça ne te tente pas, des journées où ça ne va pas toujours bien dans la vie. Et donc, il y a des journées où la motivation intrinsèque n'est pas suffisante. Fait que si c'est la seule chose que tu as, mais ça va être plus difficile pour toi d'assumer ton rôle de leader parce que les circonstances ne sont pas toujours idéales pour t'amener à ce que tu aies cet engagement-là de leadership. Par contre, même chose, si tu juste un leadership extrinsèque ou la motivation extrinsèque, bien, ce qui arrive, c'est que la journée où ton renforcement disparaît, bien, ta motivation disparaît également. Alors que si tu as les deux, bien, tu peux être en mesure de, lorsque une est moins motivante que l'autre, bien, de pouvoir te rabattre sur les deux. Fait que le profil idéal en termes de motivation, de leadership, c'est lorsque tu as à la fois l'intrinsèque et l'extrinsèque. Si on regarde maintenant le focus de l'attention des leaders, si on regarde au niveau des personnes ou des résultats, alors donc ça va être plus dans l'approche ou qu'est-ce que les gens vont privilégier en termes de leadership. Parce que tu peux vouloir devenir un leader, mais pas dans n'importe quelle circonstance. Tu vas avoir des choses que tu vas apprécier faire plus, puis des choses que tu vas apprécier faire moins. Et une des façons de voir ça, justement, c'est de regarder les deux axes. Qu'est-ce qui t'intéresse? Es-tu plus orienté vers les personnes ou tu es plus orienté vers les résultats? Alors, on va voir cette grille-là ici. Puis, dans un premier temps, tu vas avoir les gens qui ont une tendance qui est un petit peu plus sociale. Donc, c'est vraiment plus les personnes qui les intéressent et beaucoup moins les résultats. Tu vas avoir l'autre qui est plus une tendance participative. C'est que, oui, tu vas atteindre les résultats, mais au travers les gens. Et donc, cette approche-là va amener ton focus, justement, à amener aux résultats, donc être plus directif de ce côté-là, mais par le biais des personnes. Tu vas avoir une tendance qui est plus académique. Fait qu'à ce moment-là, bien, le leadership t'intéresse, mais c'est plus à un niveau qui est théorique parce que c'est ni à la fois rechercher des résultats ou être en contact avec les personnes qui t'intéressent. C'est plus l'idée du leadership qui t'intéresse. Puis finalement, tu vas avoir la tendance plus autocratique. Donc, les leaders pour qui
L'important, c'est d'abord et avant tout d'atteindre des résultats, que les gens soient d'accord ou pas d'accord, que ça ait des répercussions positives ou négatives sur les gens, ça a peu d'importance dans ce cas-là. Puis finalement, vous avez l'approche intermédiaire, fait que c'est un peu entre les deux. Fait que la plupart des leaders vont se retrouver là-dedans, mais ils vont se retrouver dans des situations où ils vont être plus proches d'un axe que d'un autre. Mais ça arrive des fois qu'il y a des gens qui sont carrément dans le milieu. À ce moment-là, ils sont un peu une tendance qui va être répartie sur tous ces éléments-là. Et quand tu regardes ça, ça va te donner différents focus. Et le focus peut être soit à l'interne ou soit à l'externe. Donc, à l'interne, c'est les leaders qui sont préoccupés par le fonctionnement de leurs équipes ou comment est-ce que les gens à l'intérieur de leur équipe, de leur direction vont fonctionner. Et ce que ça veut dire, c'est que tu vas mettre beaucoup d'accent sur les processus internes, sur les gens, sur les résultats à atteindre à l'interne, alors qu'il y a des leaders qui, eux, sont beaucoup plus orientés vers l'externe. Pour eux autres, ce qui est important dans les équipes qu'ils dirigent, c'est d'être en mesure de répondre à des besoins qui sont externes, des besoins de la clientèle, des besoins d'autres organisations. Donc, quand tu fais de la collaboration, ça peut être des besoins qui sont exprimés par les cadres supérieurs, donc d'autres unités, mais à des niveaux qui sont supérieurs. Fait qu'il y en a des leaders qui se retrouvent beaucoup dans cette espèce de réseautage-là ou d'offrir un service qui, lui, est plus axé sur les besoins internes que sur les besoins internes. Fait que par rapport à ça, ça va aussi amener différents styles. Et ce qu'on a, dans le fond, c'est cette espèce de toile d'araignée ici qui dit, t'es-tu plus axé vers les personnes ou plus vers les résultats? Puis ton orientation plus vers l'interne ou l'externe. Et par rapport à ça, ça va te donner différents styles ici. Et chacun de ces styles-là va faire que, par exemple, si tu es un directeur, tu es un peu plus axé sur les résultats, mais du côté de l'externe, puis pas tant que ça vers la personne. Fait que tu vas être beaucoup plus autocratique comme approche. Alors que si tu es un mentor ici, ce qui t'intéresse avant tout, c'est la personne, pas tant les résultats. Et tu vas donner ton attention aux gens qui sont tes employés. C'est ça qui va te driver le plus. C'est ça qui va te motiver le plus dans tes façons de fonctionner. Et donc, lorsque tu regardes le leadership, une des choses que tu veux faire, c'est d'évaluer les gens pour t'assurer finalement que tu vas avoir les gens qui sont à la bonne place. Fait que, par exemple, c'est un leader qui, lui, aime particulièrement les personnes, puis s'occuper surtout des gens à l'interne, mets-les pas comme producteur ou mets-les pas dans un rôle de directeur. Fait que mets-les pas dans une situation de redressement où ce qu'il doit dire aux autres quoi faire, où ce qu'il ne doit pas leur demander leur avis, où ce que la situation est très difficile puisqu'on doit atteindre ses résultats. Parce que son leadership ne s'exprimera pas bien, il ne se sentira pas bien dans ce type de situation. Fait que toujours lorsqu'on parle donc du focus des leaders, ce que ça nous donne, dans le fond, c'est que pour chacun, lorsque tu regardes interne, externe ou ce que tu regardes résultat, personne, tu vas avoir différents styles. Puis chacun de ces styles-là, c'est une définition que je vous ai donnée ici, vous permet de situer les personnes. Fait que tu as celle-là ici, puis tu vas avoir les autres. C'est évaluateur, producteur, coordonnateur, directeur. Fait que ça vous tente, prenez-en connaissance. À la firme, chez nous, par exemple, nous, une des choses qu'on fait avec le leadership, la première chose, c'est d'évaluer le style des gens. Donc, on a un test qui nous permet de les situer là-dedans. Et donc, s'assurer que leur format, leur style correspond bien à la situation. Alors, une autre façon de voir le leadership, c'est aussi en fonction des situations qui se présentent aux leaders. Alors, dans ce cas-ci, ce que vous avez, c'est la théorie de Hershey et Blanchard qui tiennent compte d'un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est est-ce que tu es orienté vers les personnes ou tu es orienté vers les résultats ou la tâche. Mais il y a un autre élément qui est tenu en considération qui se trouve être la maturité des employés, qui va d'une maturité qui est très faible à une maturité qui est très élevée. Puis lorsqu'on parle de la maturité, c'est la capacité de faire les choses sans supervision. Alors donc, des gens qui vont être très matures, ça peut être des professionnels, ça peut être des gens qui sont dans un métier quelconque, mais ils n'ont pas besoin de recevoir beaucoup de supervision. Ils savent quoi faire, ils connaissent bien l'emploi. Alors que les gens qui ont une maturité plus faible, ça peut être soit des personnes qui sont plus jeunes parce qu'ils viennent juste d'arriver en emploi, mais ça peut être des personnes plus âgées qui partent d'un emploi puis qui s'en vont vers un autre. Puis là, dans le nouvel emploi, ils connaissent peu. Fait que dans le fond, c'est plutôt la maîtrise de toutes les connaissances, les compétences, les habiletés nécessaires pour faire l'emploi. Alors donc, dépendant de la maturité, tu vas adopter un style de leadership qui va être différent. Alors donc, le premier style ici, qui est le style dire, donc dire aux gens quoi faire,
va s'adapter beaucoup aux gens qui ont peu de maturité. Alors, dans ce cas-là, tu vas être beaucoup plus orienté vers la tâche parce que tu dois leur montrer quoi faire. Tu leur dis comment faire. Tu dois faire un suivi. Donc, tu as beaucoup d'accompagnement. Fait que ton leadership, même si tu voudrais qu'il soit différent, doit nécessairement passer par une approche qui est plus directive. Une fois que les gens y atteignent un certain niveau de maturité, donc un peu plus, là, tu vas passer de dire à convaincre. Fait que tu vas toujours être dans un mode de les persuader de faire les choses, mais dans ce cas-ci, étant donné qu'ils en connaissent un peu plus, tu vas être en mesure de leur laisser un petit peu plus de latitude dans la façon dont ils vont répondre ou faire les tâches. Donc, c'est une approche qui est un petit peu plus participative, mais qui demeure quand même du côté un peu plus directif. Une fois que les gens atteignent un autre niveau, là, tu vas les faire participer. Fait encore là, tu continues à aller chercher une partie qui est un petit peu directive, donc toujours axée un peu sur les résultats, mais on est en bas de la moyenne. Par contre, le côté personne devient beaucoup plus important. Ta relation avec les gens pour aller chercher leur engagement, leur motivation est beaucoup plus élevée. Et finalement, lorsque tu fais affaire avec des gens qui sont vraiment très experts, donc un niveau de maturité qui est très élevé, il faut que tu évites de faire à la fois une approche directive ou à la fois où ce que tu es trop proche au niveau des relations personnelles. Tu vas plutôt avoir tendance à déléguer, donc tu les laisses faire parce qu'ils savent quoi faire, puis c'est ça qui est l'idéal. Donc ce modèle-là est intéressant parce que ce que ça dit, encore une fois, c'est que le leadership, c'est pas quelque chose d'uniforme, c'est quelque chose qui va prendre une couleur différente dépendant des circonstances. Ça t'amène finalement à avoir de l'information. Donc, lorsque je vous parlais des mesures qu'on fait, nous, on essaie toujours de déterminer jusqu'à quel point les leaders vont être confortables dépendant des différents types d'environnements. Alors donc, quand les environnements sont en vert, c'est parce que ce type d'environnement-là est correct, donc correspond bien aux capacités des gens. Et il y a des leaders qui sont capables de fonctionner dans tous les types d'environnements. Et il y a des leaders qui sont capables de fonctionner seulement dans un type d'environnement. Alors, c'est important de bien déterminer ça parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver dans une situation où ce que tu dois diriger des gens, leader des gens, mais dans des circonstances qui ne sont pas idéales. Est-ce qu'il existe des meilleures pratiques en termes de leadership? Une des questions, en fait, qu'on peut se poser, puis c'est une question qui a été touchée par un théoricien qui s'appelle Collins, qui a fait une très, très large étude auprès des leaders de très grandes organisations. Puis ce qu'il a regardé, c'est seulement les leaders qui avaient démontré des résultats, donc qui avaient démontré une capacité à amener l'organisation à un niveau qui dépasse ce qu'on observe habituellement. Alors donc, il a pris des entreprises, des organisations qui étaient là depuis au moins une dizaine d'années, donc qui ont réussi, qui étaient en croissance, et que c'était ces dirigeants-là qui ont amené l'organisation dans cette direction-là. Et là, ils les ont interviewés. Il y avait une équipe d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé avec lui pour essayer de déterminer c'est quoi les caractéristiques des leaders, en tout cas les façons de faire des leaders qui sont les plus gagnantes. Et à partir de ça, il y a un certain nombre de préceptes qui sont ressortis que je trouve intéressants, puis on va les regarder ensemble. Donc, l'étude de Collins, comme je mentionnais, donc c'est 11 compagnies dont le rendement a dépassé largement sur une période non pas de 10 ans, mais bien de 15 ans. Revue de 6 000 articles, 2 000 pages d'entrevues et 10,5 années personnes qui ont travaillé sur le projet. Et la première question qui s'est posée, c'est en termes de leadership, est-ce que c'est préférable d'être un leader modeste, humble, puis d'avoir une forte ambition pour l'organisation? Ou les leaders qui sont les plus efficaces, c'est ceux qui ont beaucoup de charisme, de la présence et une forte ambition personnelle? Alors, ce qu'il a trouvé, c'est que c'était le premier qui était le plus efficace. Donc, parmi l'échantillon des gens qu'il a convoqué ou qu'il a interviewé, il s'est aperçu qu'au contraire, ce sont les gens qui sont plus modestes. Dans le fond, les meilleurs leaders, c'est ceux qui, d'abord et avant tout, prennent position pour l'organisation et non pas pour eux-mêmes. On en avait reparlé un petit peu plus tôt. Lorsque tu as à prendre le pouvoir, est-ce que tu feras le pouvoir pour toi-même ou ça va être un pouvoir qui va être plus social? Ça, c'est un bon exemple. Les meilleurs leaders ont tendance à prendre un rôle qui est plus modeste. Donc, ils travaillent pour une organisation, ils travaillent pour un objectif, pour un but. Et eux sont là pour que les gens adhèrent à ça et non pas qu'ils adhèrent à
un avantage personnel pour la personne. Deuxième question. Lorsqu'on a à choisir des gens, est-ce qu'il est préférable de choisir qui en premier, puis après ça, quoi en deuxième? C'est-à-dire que tu vas choisir quelqu'un parce qu'il y a du potentiel, tu l'embauches, puis après ça, tu décideras aussi que tu vas l'envoyer qui va être le mieux. Ou est-ce que c'est préférable de choisir le quoi, donc de bien définir l'emploi, de déterminer qui tu as besoin, puis un coup que tu le sais, là, tu t'en vas à l'extérieur, tu vas choisir la personne qui va répondre le mieux à ton besoin. Selon lui, c'est choisir le qui puis le quoi en deuxième. Donc, les meilleurs leaders vont chercher le potentiel. Ils vont identifier quelqu'un qui est vraiment fort, ils vont l'amener, puis après ça, s'il n'y a pas de job, ils vont leur en trouver. Ils vont les mettre dans une position qui va les aider. Donc, ça va être les leaders qui vont être les plus forts, vont être beaucoup moins administratifs en termes d'approche. Ce n'est pas tant la job qu'il y a à faire qui est importante, tellement que les gens qui sont là, qui eux autres vont être en mesure de compléter, réinventer l'entreprise. Autre question que Collins s'est posée, c'est on doit prendre en charge les gens qui ne sont pas performants afin de les aider à s'améliorer, ou est-ce que c'est préférable de demander aux gens qui ne sont pas performants de quitter l'organisation? Bien, selon Collins, c'est préférable de demander aux gens qui ne sont pas performants de quitter l'organisation. C'est sûr que c'est un point de vue qui est plus américain. Les Américains vont avoir plus tendance à prendre ce type de décision-là, donc à aller de l'avant, d'être un petit peu plus directif dans leur approche avec les employés. Mais généralement, ce que ça semble démontrer, c'est que si quelqu'un passe à place, bien souvent, c'est mieux d'y demander de quitter. Si ce n'est pas de quitter l'organisation, au moins c'est de quitter le poste, parce qu'il n'y a pas de chimie entre la personne et le poste lui-même. Et c'est mieux, autant à l'avantage de l'organisation que de la personne, de demander que cette personne-là occupe un poste qui est différent. Autre question. On doit demander à nos meilleures ressources de résoudre les plus gros problèmes ou on doit demander à nos meilleures ressources de travailler sur les opportunités? Fait que dans le fond, quand tu as des problèmes, des choses immédiates à faire, puis ça prend beaucoup de temps de la part de ton organisation, es-tu mieux de mettre tes meilleurs là-dessus ou t'es mieux de mettre tes meilleurs qui travaillent sur les opportunités de demain? La réponse est de demander aux meilleures ressources de travailler sur les opportunités. Alors, dans le fond, ce que lui a observé, c'est que les leaders qui ont réussi à amener les organisations dans un deuxième niveau, donc qui ont fait faire progresser l'organisation, ils n'ont pas mis leurs meilleures ressources à gérer les problèmes quotidiens, donc à gérer les problèmes immédiats, ce qui faisait dans le fond que l'organisation piétinait. Donc, si les meilleurs travaillent sur le quotidien, il n'y a personne qui travaille sur le futur, puis quand le futur arrive, tu es encore dans le quotidien. Alors, donc, les meilleurs leaders, eux, vont plutôt mettre beaucoup d'accent sur la possibilité de développement et donc sur les opportunités. Autre question. La vision de l'organisation doit être basée sur une compréhension de qui on est ou la vision de l'organisation doit être basée sur une image forte et inspirante? Alors, selon Collins, les études qu'il a faites, c'est la première. Donc, la vision de l'organisation doit être basée sur une compréhension de qui on est. Selon lui, les images, ils fonctionnent que si elles sont directement reliées à une compréhension profonde de ce qu'est l'organisation. Fait que si tu amènes les gens à bien comprendre la vision, si tu amènes les gens à vraiment à regarder l'organisation telle qu'elle est, c'est là que tu vas être le plus gagnant. Plutôt que d'amener une vision qui, des fois, peut être inspirante, des fois peut être le fun, mais si elle n'est pas réaliste et elle ne correspond pas à la situation de l'entreprise, bien, les gens ne suivront pas. Ils vont trouver que c'est trop loin. À moins d'être un leader exceptionnel qui va être en mesure d'amener les gens dans cette direction-là, mais sur de longues années, habituellement, bien comprendre l'organisation, c'est le meilleur point de départ. Autre question, il faut confronter les faits même lorsqu'ils sont très désagréables, ou bien on doit foncer vers le but recherché sans s'attarder inutilement aux faits désagréables. Selon Collins, les leaders qui ont les mieux performé, ce sont les leaders qui confrontent les faits. Dans le fond, il y a un problème, la seule manière de passer au travers du problème, c'est de s'asseoir, de le regarder dans les yeux, de déterminer c'est quoi les causes de ce problème-là, de bien le comprendre, puis après ça, d'y aller. Même si des fois, c'est déprimant, parce que tu arrives devant des situations qui sont vraiment très difficiles,
mais c'est beaucoup plus gagnant de confronter les situations puis d'essayer de les résoudre que de simplement laisser passer, faire semblant qu'ils n'existent pas, parce qu'à ce moment-là, tu vas peut-être réussir à passer au travers une épreuve, 2 épreuves, mais sur le long terme, tu vas arriver dans une situation où c'est intenable, il va y avoir trop de problèmes qui vont être accumulés, puis tu ne seras pas capable de continuer. Toujours dans la meilleure pratique, autre question, il faut favoriser la rigueur et la discipline autour de la vision de l'organisation, ou bien il faut favoriser la créativité et la diversité et éviter la discipline contraignante. La bonne façon ou la meilleure façon de faire, selon Collins, c'est de favoriser la rigueur et la discipline autour de la vision de l'organisation. On en vient un peu à ce qu'on mentionnait tantôt, c'est-à-dire la nécessité de bien comprendre l'organisation, mais en même temps, si tu es pragmatique, si tu veux aller plus loin, il faut vraiment que tu sois en mesure de se dire, bien, si je me donne un but, il faut que je sois suffisamment rigoureux, il faut que ça avance, il faut que je sois discipliné, sinon je vais partir plein d'affaires, puis je finirai rien, et ça va faire en sorte que ton organisation va stagner, donc elle va rester sur place. Autre question. Il faut devenir pionnier dans un nombre limité de technologies choisies, ou bien il faut investir et rester à la fine pointe des technologies de l'art afin de ne pas perdre notre avantage concurrentiel. Selon Collins, ce qu'il a observé, c'est qu'il faut plutôt devenir pionnier dans un nombre limité de technologies choisies. Aujourd'hui, les technologies, ils changent tellement rapidement que c'est presque inconcevable d'être à la fine pointe de tout ce qui se passe. En fait, tu vas juste passer ton temps à t'adapter constamment aux nouvelles technologies. Tu vas investir des sommes considérables. Et au final, ce qui arrive, c'est que justement, c'est préférable de te dire « Non, moi, je vais devenir le meilleur ou la meilleure dans un domaine en particulier. Il n'y a pas personne qui va m'approcher, puis ça, je vais investir au maximum. Par contre, il y a d'autres secteurs où c'est moins important. » Autre question. Il faut viser les réalisations majeures ou il faut privilégier une approche de petits pas. Selon Collins, il est préférable de privilégier une approche de petits pas. Pourquoi? Parce que ça te fait des victoires qui sont récurrentes. Si tu y vas avec une approche qui est trop globale, mettons un projet qui est sur 2 ans ou 5 ans, bien, tu ne renforces jamais tes ressources. Donc, les gens ils peuvent bien voir c'est quoi la vision qui est sur le long terme, puis ils peuvent trouver qu'ils sont inspirés par ça. Mais en même temps, s'il n'y a pas de renforcement qui est récurrent ou constant, ils vont se retrouver dans des situations où ils vont se décourager. Et donc, c'est préférable de dire, oui, j'ai une vision sur le très long terme, mais je vais les découper en plus petits objectifs. Puis à chaque fois qu'un objectif est atteint, je vais considérer que c'est une victoire, puis on va avancer à partir de là. Mais dans le leadership, ce n'est pas la seule façon d'atteindre les résultats. Donc, il y a ce qu'on appelle les substituts au leadership. Fait que dans le fond, si tu n'as pas nécessairement un leader qui est fort, tu peux le substituer par d'autres choses. Fait que, par exemple, les caractéristiques des subordonnés, de la tâche ou de l'entreprise, ça peut agir comme substitut. Si tu as des employés qui sont très forts, tu n'es pas obligé d'avoir un leader qui est très fort. Les substituts peuvent aussi intervenir puis modifier l'influence du leader. Fait que dans un certain sens, ça peut jouer parfois de façon positive avec le leadership, parfois de façon négative. Donc, si les gens sont très forts, puis tu as un leader qui est très fort, mais ils ne sont pas dans la même direction, bien ça peut faire en sorte que ça peut créer des problèmes. Alors, dans les substituts, ce qu'on va voir, les systèmes de récompense qui sont basés sur des objectifs de la performance. Fait que dans le fond, si tu n'as pas nécessairement un très bon leader dans l'organisation, si le système lui-même prend en charge l'atteinte des résultats et la façon dont les résultats sont atteints, bien, ce système de renforcement-là peut substituer, en tout cas au moins en partie, un leader. On l'a mentionné tantôt, le fait d'avoir des employés qui sont qualifiés et expérimentés fait en sorte que des fois, tu n'as même pas besoin d'avoir un bon leadership. Des structures basées sur le travail d'équipe autonome, fait que ce n'est pas tellement les employés chacun en eux-mêmes qui sont performants, mais le fait que tu aies des équipes autonomes, donc que chacune des personnes de l'équipe travaille ensemble, va faire en sorte qu'ils n'ont pas besoin de leader pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Le système de gestion autonome va leur permettre ça. Des collègues qui prennent des initiatives qui répondent à des normes d'excellence. Fait que dans le fond, si tu as un leader qui est plus faible, mais qu'à l'intérieur de l'équipe, tu as des gens qui sont forts, ces gens qui sont forts peuvent compenser pour la faiblesse qu'on va observer chez le leader.
Des employés qui pratiquent l'autogestion, donc encore une fois, qui sont très autonomes. Un leadership qui est partagé avec les employés, ça c'est une façon de s'assurer qu'on va atteindre les objectifs, pas seulement parce que le leader amène les gens dans une direction, mais plutôt que l'ensemble de l'équipe y va. Et de toute façon, les meilleurs leaders, ça va être des gens qui vont être capables justement d'amener une approche qui est un petit peu plus participative. Puis finalement, tu as des endroits où ce que la technologie prend la place des leaders dans la mesure où ce que tout est tellement normé au niveau de la technologie que toutes les réponses, les façons de faire, etc., c'est drivé non pas par les humains, mais par la technologie. Si on regarde maintenant le leadership psychopathique, on l'avait mentionné un peu plus tôt, les leaders psychopathiques, ce sont des gens qui vont être en position de leadership, mais qui vont avoir une influence extrêmement négative sur l'ensemble de l'organisation et dans certains cas sur l'ensemble de la société. Il y a deux facteurs qui vont caractériser la psychopathie. Premièrement, un détachement émotionnel. Ce sont des gens qui sont charmeurs, qui sont superficiels, égocentriques, sans remords, sans empathie, froids, qui n'acceptent jamais la responsabilité de leurs actes. Et en même temps, ce sont des gens qui vont avoir des comportements antisociaux, donc qui vont pas même avoir recours au crime, qui vont avoir un pauvre contrôle sur leur comportement, qui va être impulsif. Les psychopathes fonctionnels sont caractérisés avant tout par le détachement émotionnel et par un dossier criminel peu étoffé. Fait que dans le fond, ce sont des psychopathes qui ne se sont pas fait prendre, qui sont restés en position de pouvoir, peu importe dans les organisations, au niveau politique, etc., sans s'être fait prendre à un moment donné ou à un autre. Ce qu'on observe dans les dernières années, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de psychopathes fonctionnels. Et les raisons pour ça, c'est que jusqu'à un certain point, la bureaucratie est devenue de moins en moins présente. Alors, autrefois, tu avais comme des sauvegardes qui faisaient en sorte que un psychopathe ne pouvait pas se faufiler dans le système. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a plus de laxisme dans le choix des personnes, dans l'avancée des personnes, etc., ça fait en sorte que tu vas avoir des gens, justement, qui sont plus brillants, mais qui sont quand même psychopathes, puis qui vont réussir à se faufiler. Les processus de sélection, aujourd'hui, manquent beaucoup de structures qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure d'aller chercher ou d'identifier ces personnes-là puis les empêcher d'occuper des postes de pouvoir. Les conséquences, pourtant, sont très graves et dans les organisations, ce qu'on va voir, ce qu'on va observer qui, malheureusement, va amener des conséquences très négatives, c'est au niveau personnel, ces gens-là peuvent faire de l'agression psychologique, de l'agression physique, ou même de l'agression sexuelle. On entend beaucoup parler dans les dernières années des gens qui étaient en pouvoir, qui se sont fait prendre. Bien, c'est une certaine forme de psychopathie qui est ressortie où ce que les gens étaient très narcissiques, très orientés vers leurs besoins en eux, puis se sont attaqués aux autres. Et ça a eu des conséquences énormes chez les gens qui étaient victimes de ça. Puis tu as aussi les cibles organisationnelles, donc tu peux avoir une déviance au niveau de la propriété, au niveau de la production, et des cibles organisationnelles qui sont changées pour répondre aux besoins de la personne et non pas pour répondre aux besoins de l'organisation. Alors, dans le fond, ces leaders-là, ils prennent en otage l'organisation pour répondre à leurs propres besoins et non pas aux besoins de l'organisation. Puis, comme si vous vous souvenez, quand on avait parlé avec Collins, qu'une des caractéristiques des leaders qui sont les plus performants, c'est ceux qui vont faire passer l'organisation avant leurs besoins personnels. Comment dépister ça? C'est difficile aujourd'hui, mais beaucoup d'organisations vont utiliser des processus d'évaluation qui sont plus poussés. Il existe certains tests qui vont mesurer la déviance des gens. On en avait parlé lorsqu'on a parlé dans le cours de la dotation sur les tests projectifs, par exemple, qui vont nous permettre d'aller chercher ce genre d'informations-là. Mais un test de personnalité normale va aussi te donner des indices intéressants à savoir si tu as quelqu'un qui est, par exemple, très axé résultat, qui est très dominant, très persuasif, mais aucune empathie, aucune relation interpersonnelle. Donc, c'est possible d'aller chercher ces profils-là et dans la mesure où ce qu'on est capable de le faire, bien, d'éviter que ces personnes-là rentrent dans des positions de pouvoir qui peuvent être très dommageables pour l'ensemble de l'organisation. Si on regarde maintenant par rapport au conflit, donc, au niveau du conflit, tu as une espèce de modèle général qui explique comment est-ce que ça fonctionne. D'une part, il y a toutes les sources structurelles de conflit. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut entrer en conflit.
souvent, les buts sont incompatibles. Alors donc, à ce moment-là, les gens travaillent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes buts. C'est sûr que ça va créer des conflits. Des différences de valeurs, de méthode et de culture. Une des raisons pour laquelle on avait mentionné dans le cours précédent sur la culture et les valeurs, l'importance d'avoir des gens qui partagent au moins les mêmes valeurs fondamentales, parce que sinon, ça va créer des conflits. C'est ce qu'on observe dans les organisations. Lorsque les tâches sont interdépendantes, alors donc, quelqu'un travaille, mettons, sur une chaîne de montage, c'est clair, le premier fait quelque chose, le deuxième ou la deuxième fait autre chose, etc. C'est juste que si ta tâche est dépendante de ce que la personne fait avant, bien, si la personne, ce qu'elle fait avant, elle ne fait pas un travail de qualité, bien, toi, tu te retrouves avec quelque chose sur les bras que tu ne peux pas gérer. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que ça va créer des conflits. Lorsque les ressources sont rares, donc les gens vont essayer de se les approprier. On le voit notamment lorsqu'on la distribution du budget. Lorsque tu as un certain montant d'argent qui doit être distribué ou des ressources humaines qui doivent être distribuées entre les différentes unités, bien, si c'est rare, les gens vont essayer de se chicaner pour avoir le plus de ressources, ou soit monétaires, ou soit humaines, ou soit physiques, pour réussir à atteindre leur objectif. Gestion de la communication, des mauvaises communications, lorsque on se trouve justement dans des situations où les buts sont mal communiqués, bien là, les gens vont avoir chacun leur propre idée sur la façon dont ça va fonctionner. Puis si des processus de communication ne sont pas en place, bien, ça va créer des silos. Les gens ne se parleront pas. Puis en plus, ils vont juste chacun se faire leur propre idée de ce qui doit être fait. Puis à un moment donné, mais ça va créer des conflits. Répartition du pouvoir, ça aussi, il y a dans certaines unités qui ont des fois plus de pouvoir que d'autres, ça risque de créer, même s'ils sont au même niveau, ça risque de créer des conflits. Puis la gestion des récompenses. Donc, vous avez des récompenses à donner. C'est toujours les mêmes qui ont des récompenses. À un moment donné, ça va créer des conflits. Ou si c'est perçu comme quoi que les récompenses ne sont pas données pour les bonnes raisons ou aux bonnes personnes, à ce moment-là, ça va créer des conflits. Fait que tu as tous les facteurs humains qui vont créer finalement, qui vont être un facteur déclencheur. Et là, il y a deux choses. Tu as la perception du conflit qui est plus cognitive, puis tu as les émotions qui sont associées au conflit. Les deux vont ensemble. Il y a des gens qui sont plus émotifs, d'autres qui sont plus cérébraux. Il y a des gens qui sont un peu des deux, mais c'est sûr que ça va contribuer au conflit. Et ça va faire en sorte que le conflit va se manifester. Et là, par rapport à ce conflit-là, bien, il y a différents styles qui peuvent être utilisés. Donc, des comportements qu'on peut utiliser pour s'assurer de soit le gérer ou de ne pas être capable de le gérer. Mais lorsqu'on ne le gère pas ou lorsqu'on le gère, l'issue du conflit va nous donner des conséquences. Au niveau positif, les décisions vont être de meilleure qualité, le groupe va être plus cohésif. Par contre, au niveau négatif, ça va créer du stress, ça va créer du roulement, ça va créer de l'absentéisme, ça va créer des politiques qui ne sont pas adaptées à l'organisation. Fait que donc, une absence de gestion positive du stress, ça a des impacts directs sur l'organisation. Les solutions, établir des objectifs clairs, réduire les facteurs de différenciation, donc s'il y a des différences entre les groupes, essayer de les diminuer le plus possible, améliorer la communication, réduire l'interdépendance des tâches, c'est sûr, comme on l'avait mentionné, si c'est dans une chaîne de montage, mais tu n'es pas dans une chaîne de montage, mettons plus au niveau professionnel, bien, si tu peux réduire ça et aller plutôt à la collaboration plutôt que l'interdépendance, tu risques d'avoir moins de conflits. Accroître les ressources, mais ça, c'est quand tu peux. Clarifier les règles et les procédures, puis rétablir l'équilibre du pouvoir et du système de récompense. Donc, le plus que c'est équitable, plus tu as cette perception-là que l'organisation est juste dans les façons de le faire, moins il va y avoir de conflits dans l'organisation. En termes de gestion des conflits, il existe plusieurs styles, puis les approches dépendent du degré d'assurance de chacun, puis de la volonté de satisfaire ses besoins personnels. Donc, on va voir les différentes approches. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer des conflits. Il y en a qui sont incapables de gérer des conflits. Et dans ceux qui sont capables, il y a différentes approches qui vont être privilégiées. Fait qu'il existe 5 grands styles de gestion de conflits. On va les regarder, puis ça va nous permettre de nous situer, nous, par rapport à notre style, mais aussi de comprendre qu'il y a certains styles qui sont plus appropriés pour certaines circonstances. Fait que dans le fond, en termes de gestion des conflits, ce qu'on veut regarder, c'est une première échelle qui est de non-assertif à assertif. C'est une échelle qui dit jusqu'à quel point je suis sûr de moi, jusqu'à quel point mon point à moi est le plus important. Donc, on essaie de répondre à ses propres préoccupations. Fait que ça, c'est une première dimension.
Puis la deuxième dimension, c'est est-ce qu'on a une approche qui est plus coopérative ou non coopérative? Donc, est-ce qu'on essaie de répondre aux préoccupations des autres ou on essaie plutôt de répondre aux préoccupations, ces préoccupations, mais on est peu coopératif là-dedans. Premier style que ça nous donne, c'est la compétition. Dans ce cas-là, on veut atteindre nos objectifs, puis ça ne nous tente pas de coopérer. Deuxième, c'est la collaboration. Donc, dans ce cas-ci, on veut collaborer parce qu'on veut atteindre nos objectifs, mais en même temps, on cherche la collaboration avec les gens. L'évitement, c'est lorsqu'on ne veut pas de conflit pantoute, donc on ne veut même pas nos propres objectifs, puis ça ne nous tente pas de collaborer. Puis l'accommodation, c'est lorsqu'on va laisser la chance aux gens d'obtenir ce qu'ils veulent. Puis finalement, tu vas avoir une espèce de compromis là-dedans. Si on regarde chacun, au niveau de la compétition, c'est lorsque les gens vont percevoir le conflit comme un enjeu de perdant-gagnant ou gagnant-perdant. Fait que donc, dans ce cas-là, ton intention ferme, c'est de satisfaire tes propres besoins. Toi, tu veux gagner. Et c'est un style qui est approprié lorsqu'on détient beaucoup de pouvoir. Fait que dans le fond, lorsque c'est toi qui dis les règles, tu peux juste dire, ben écoute, c'est à prendre ou à laisser. Et souvent, ça va amener des gains pour la personne sur le court terme. Par contre, tu ne vas pas chercher la collaboration des gens, puis sur le long terme, ça risque de ne pas fonctionner. Quand on regarde l'évitement, c'est lorsqu'on a peu d'assurance par rapport à ce qui va se passer, on n'est pas prêt non plus à collaborer ou à s'impliquer là-dedans. Fait que dans ce temps-là, on essaie juste de ne pas discuter. Fait que tu te mets la tête dans le sable. Ça peut réduire le stress à court terme, mais à un moment donné, ça ne change pas la situation. Puis si le conflit persiste, bien, on va être obligé de se faire face. Dans quelle situation est-ce que ça arrive, donc l'évitement, lorsque le problème n'est pas important, lorsque la confrontation est plus coûteuse que la résolution du problème, lorsque le conflit actuel, c'est un symptôme de ce qui se passe et non pas la cause réelle, puis lorsqu'on veut essayer de détendre l'atmosphère. Fait qu'il y a des circonstances où ce que c'est pas grave. Tu n'es pas obligé toujours d'être en conflit ou tu n'es pas toujours obligé de régler des conflits. Il y en a plusieurs qui vont juste disparaître d'eux-mêmes. Et donc, dans ce cas-là, l'évitement, ce n'est pas nécessairement toujours une mauvaise approche. Quand tu regardes l'accommodation, ben, c'est lorsque une des parties qui est engagée dans le conflit est persuadée qu'elle n'a pas les moyens pour le faire, puis donc, elle est plutôt conciliante. Donc, c'est mieux pour la personne de donner avantage à l'autre partie. Et par contre, ça peut être vu comme un signe de faiblesse, même si des fois c'est plus efficace, même si des fois c'est correct, si tu crois que ça permet de faire avancer les choses. Alors, dans quelles circonstances est-ce que ça va être plus acceptable de faire ça? Lorsque le problème est plus important pour une partie, lorsqu'on essaie de négocier puis on est en position de faiblesse, lorsque c'est important de préserver la relation, lorsqu'il faut prévenir l'escalade de conflit, puis lorsqu'il y a trop d'émotivité dans les interactions, à ce moment-là, tu peux juste dire, ben gars, that's it, je vais m'accommoder à l'autre personne. La collaboration, c'est lorsque tu recherches une solution qui va satisfaire pleinement les deux parties. Donc, l'accent, c'est vraiment le gagnant-gagnant. Puis, ça fonctionne mieux lorsque le conflit est bénin. Ce n'est pas fondamental. Par contre, quand le problème est complexe également, donc ce n'est pas un problème de fond, mais ça peut être un problème qui est complexe quand même, puis c'est pas possible que l'une ou l'autre le fasse tout seul. Ils sont obligés de le faire ensemble, qu'il faut aller rapidement, que les enjeux sont importants. À ce moment-là, c'est mieux d'aller avec la collaboration. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est sûr que la collaboration prend plus de temps. Par contre, une fois que la collaboration est mise en place, souvent, les résultats qu'ils vont avoir, donc les conséquences, vont être à plus long terme parce que les deux parties vont être engagées dans la résolution du problème. Puis finalement, le compromis, c'est lorsqu'on essaie de faire des sacrifices tout en obtenant les choses. Fait que finalement, c'est une situation où il va y avoir beaucoup d'adaptation dans la façon dont on va résoudre le conflit. Puis donc, on va utiliser une des 4 autres stratégies et ça peut être modifié avec le temps. Quand est-ce qu'on va aller chercher ça? Lorsque les intérêts et les objectifs sont mutuellement exclusifs, donc la collaboration ne peut pas aller. Lorsqu'on a un pouvoir égal, lorsque c'est impossible d'avoir un consensus, lorsque d'autres stratégies ne sont pas possibles. Fait que dans le fond, la plupart du temps, ça va être une solution qui est temporaire, qu'on va l'utiliser, oui, mais qui n'a pas un impact à long terme.
Est-ce que tous les conflits sont mauvais? Non. Au contraire, des fois, les conflits sont nécessaires. Si on veut qu'un problème ou si un problème existe et on veut le ressortir, on l'avait vu avec Collins, que c'est préférable de voir les problèmes tels quels. Et dans certains cas, ben, ça amène le conflit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a exactement les mêmes objectifs. Et souvent, c'est une bonne façon de faire. Si tu dis, ben, écoute, il y a un conflit, l'important, c'est de résoudre le conflit. Alors, ce n'est pas tellement qu'il y ait des conflits ou non. L'important, c'est de les résoudre. Dernier point qu'on va voir, c'est l'éthique et le pouvoir. Dans le fond, l'éthique organisationnelle, c'est basé sur le fait d'avoir une organisation qui va être honnête, qui va traiter les gens de façon équitable, soit à l'interne, soit à l'externe, qui va favoriser la compétition, mais que cette compétition-là va être juste. Donc, éviter les pots de vin, évidemment, pas fixer les choses à l'avance entre les compétiteurs. Donc, ça, c'est un autre élément important de l'éthique organisationnelle. Responsabilité face à l'organisation, donc agir pour le bien de l'organisation. On l'a vu à plusieurs étapes, notamment les gens qui sont des psychopathes. Donc, eux, ils vont avoir tendance à travailler pour eux et non pas pour l'organisation. Donc, on est responsable, tous et chacun, comme employé, comme gestionnaire, vis-à-vis de l'organisation. Puis finalement, évidemment, respecter les lois. Pourquoi les gens vont manquer d'éthique? Toutes sortes de raisons. Toujours des bonnes raisons de manquer d'éthique. Les gains, c'est sûr que s'il y a un gain très important, les organisations peuvent avoir tendance à dévier leur façon de faire pour atteindre les gains, les objectifs qui sont fixés. Les conflits de rôle. Donc, dans certains cas, des employés font partie d'une organisation puis doivent y être loyaux, mais en même temps, ils font partie d'une association ou un ordre professionnel et doivent y être loyaux également. Et donc, des fois, les demandes entre les deux ne sont pas les mêmes. Une organisation peut vouloir qu'on fasse les choses d'une certaine manière, alors que notre code professionnel nous dit que ça ne devrait pas être comme ça. Et ça peut faire en sorte que, on peut manquer d'éthique. Ça peut être manquer d'éthique du point de vue de la profession ou manquer d'éthique vis-à-vis de l'organisation. Alors ça, c'est des enjeux qui ne sont pas simples pour les professionnels. La compétition, lorsque la compétition est féroce pour des ressources qui sont rares, alors éviter le copinage, éviter que les gens s'entendent, par exemple, qu'il y ait une absence de compétition, fixer les prix, par exemple, ça c'est un manque d'éthique. Et finalement, il y a la personnalité, donc il existe des très grandes différences entre les personnes. Il y en a qui ont un grand besoin de pouvoir, puis ces gens-là, parfois, on l'a vu, ça peut aller jusqu'à la psychopathie, vont avoir tendance à s'arranger que les choses arrivent pour eux, et finalement, l'éthique, ce n'est pas un élément qui va être important. Pour éviter ça, le comportement supérieur des pairs influence fortement le comportement éthique. Si tu es dans une organisation où ce que les gens ou la direction a un comportement éthique, très forte chance que les employés aient la même chose. Une chose qu'on observe, par contre, c'est que les cadres supérieurs sont souvent naïfs par rapport à ce qui se passe dans les paliers inférieurs. Donc, peuvent avoir tendance à croire que tout est bien, mais qui ne savent pas que les comportements éthiques en dessous sont peut-être pas toujours respectés. C'est un peu cette espèce d'approche de dire « tant que je ne le sais pas, ça va, en autant que j'atteins mes résultats ». Donc, mauvaise approche de leadership par rapport à l'éthique. Puis, souvent, ça va souvent de pair avec le fait que c'est le succès à tout prix. Donc, si c'est la seule chose qui compte, ce sont les résultats et le succès, les gens vont avoir tendance à faire ce qu'ils veulent et même vont avoir tendance à contourner les règles si ce n'est pas vraiment à s'opposer aux règles pour s'assurer d'atteindre les objectifs qui sont demandés. Alors voilà, ça couvre les éléments par rapport au leadership, par rapport au conflit, puis par rapport à l'éthique.